Salut à tous, épisode 64 avec Lotto Soudal. On va s'intéresser à ce qui peut se passer à l'été 2021. C'est un moment un peu charnière dans cette partie parce qu'on a énormément de coureurs en fin de contrat et on va discuter un petit peu là dans cet épisode de comment voir les choses. Je vais vous exposer mon point de vue, même différents points de vue à certains moments et à la fin, eh bien, on aura quelques hésitations et je vais soumettre au vote de vous, les viewers, de vous, les abonnés, que je remercie au passage pour leur chaleur dans les commentaires notamment. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc déjà, qui est-ce qui est sous contrat? Si je me note, bon, rien que ça déjà, ça suffirait presque. Je plaisante. Ensuite, il y a ce jeune Van Houck qui est plus qu'intéressant puisqu'il a une relative polyvalence d'équipier. Il y a évidemment Michael Storer, Steph Kras qui eux aussi sont très précieux. Déjà, ça aussi, c'est des coureurs que je suis très très content d'avoir. Ganna, exactement la même chose, mais dans un registre un peu différent, puisqu'il est moins fort en montagne, bien évidemment. Et il y a ce jeune talent belge, Van den Broek, là, qui pourrait, qui sait, continuer à progresser, on verra. On verra bien. Donc ça, c'est les 6 coureurs qu'on a sous contrat. Après, au niveau des coureurs principaux qui arrivent en fin de contrat après 2021, il y a une jolie liste. Il y a vraiment une jolie liste, notamment ce Van Aert qui doit mériter plus de succès, d'une part. Il va falloir s'arranger pour le lui fournir ou alors le faire partir. Wellens, j'ai pas besoin d'en parler, c'est le frère de Benoît. Omen, j'en ai pas mal parlé, hein, je pense qu'il va partir. Il va partir. Hirschi pose un cas de conscience. Il a tellement progressé qu'en fait, soit on est capable de lui offrir un costume de leader chez Lotto Soudal, soit on le laisse partir ailleurs. On va en reparler un petit peu plus loin. Matthews arrive à 30 ans à son apogée de coureur cycliste, en tout cas on le souhaite. Ce serait stupide de s'en séparer tellement il est extraordinaire. Degenkolb, c'est pas du tout la même chose. Degenkolb, il est plus en train d'évoluer comme un équipier solide, voire un coureur de luxe, un équipier de luxe sur les classiques pavés, hein, mais au niveau du sprint, c'est pas réellement ce que ça a pu être. Mézec, bon, Mézec c'est pareil, c'est un de nos joyaux, et on sort d'un deuxième Giro d'affilée, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec lui. Et Bourgman, au nom d'une certaine fidélité, bien, il a quand même marqué l'histoire, Lotto Soudal. Il a été le premier coureur à gagner un grand tour avec nous dans cette partie. Ce serait un petit peu triste de s'en séparer. Il va juste falloir voir les tarifs auxquels ces gens-là prétendent ensuite. Bettiol, ben, il a quand même gagné un Milan-San Remo, hein, donc jurisprudence Bourgman, ce serait plutôt de le garder. On a les deux bus, les deux Buys, les Offland, il y a comme ça des types sur lesquels il faut statuer. De bus, je garderai volontiers. De Buys Offland, ouais, je me pose vraiment des questions. Lambrecht, je veux garder parce qu'il n'est pas encore arrivé au sommet de ce qu'il peut devenir. Et il y a vraiment des promesses incroyables. En revanche, un qui est en phase de régression et qui n'est pas très loin de sa retraite, très probablement, c'est Jelle Van Endert. Le jeune Painou, on l'a vu, est vraiment, là encore, dans un registre d'équipier. En plus, il est très fort en contre-la-montre. À mon avis, c'est pas le type de coureur dont il va falloir se séparer. Que lire Wallace et Allegart sont au même titre que Debus sur eux, des gens sur qui j'ai envie de compter. Et pour ce qui est des 3 moins prestigieux d'entre eux, c'est difficile à estimer. C'est difficile à estimer. Je serais assez enclin
à faire encore confiance en le développement de Hoyce, Apors, qui est un sprinter, et Demartino. Et par contre, me séparer de Frison, Rugg et le fameux Werlop, là. Je dis fameux parce qu'on me l'avait mis comme leader et c'était quand même relou de la part du jeu à un moment donné. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ce à quoi on peut s'attendre au niveau pognon? Ça va être 900 000 a priori. A priori, on va avoir 900 000 de budget pour recruter au global. Mais de ces 900 000, il faut soustraire 180 000 euros qui sont des salaires déjà engagés pour l'année suivante. Donc, on tombe à 720 000 et il y a comme ça 24 coureurs à prolonger ou recruter pour 720 000 maximum. On verra juste après que ce sera pas exactement 720 000 parce que le jeu prévoit un petit forfait pour le staff. On en reparle juste après. Mais je vais maintenant vous dire dans quel esprit je vais faire les choses. J'ai pas envie de laisser partir des gens qui ont marqué l'histoire de cette partie, déjà. Ensuite, on a ces fameuses histoires de territoire, et si on veut rester un tout petit peu dans l'esprit simulation, Lotto Soudal, Belgique, Australie, Allemagne, dans l'ordre, ça se respecte, je pense. Et puis ensuite, j'ai pas envie d'aller contre la logique cycliste. La logique cycliste qui veut que quand quelqu'un est très très fort dans une équipe, mais qu'il n'a pas le spot pour être leader, il faut parfois se résoudre à ce qu'il parte, même si ça crève le cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Être en cohérence avec les intérêts sportifs des uns et des autres. Préserver l'intérêt de la partie, c'est essentiel, sinon on peut arrêter direct. Est-ce que cette partie va être emmerdante parce qu'on sait déjà qu'on a tout gagné? Attention, faut pas sombrer là-dedans à mon avis. Faut pas sombrer là-dedans. Il faut remettre un peu de défi, je pense. Et le renouvellement, c'est important. Donc là, je me dis que ce serait pas mal de renouveler environ un quart de l'équipe. Ce serait pas mal. Peut-être par un rajeunissement. Alors voilà comment je vois les choses. Je suis certain de programmer, quoi qu'il arrive, la prolongation de Wellens, Mezek et Matthews. Voilà. Ensuite, un Van Aert a encore des choses à prouver chez nous, donc j'ai envie de le garder. Un Bourman a peut-être encore beaucoup de choses à faire. Peut-être même des sacrées victoires. C'est encore à voir, ça. Et puis les autres, je crois en eux, je vous ai expliqué pourquoi précédemment. Après, par contre, sur Degenkolb, Bettiol, Van Endert, Oysapors, Vermartino, je serais plutôt dans le oui, mais voilà, délicat. Et puis alors, il y a le cas Hirschi. Hirschi, en fait, il a trop progressé. S'il avait moins progressé, j'aurais moins de doutes quant à l'attitude à avoir, mais là, le problème, c'est que soit on est en mesure de lui offrir le statut qu'il mériterait, soit on n'est pas capable de le lui offrir, et à ce moment-là, il faut le laisser partir pour qu'il ait sa chance ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est présent dans ma tête, c'est le laisser plutôt aller briller sous d'autres cieux, au même titre que Omen, ça a déjà été évoqué, ainsi que un Offland, un Debeust, etc., pour lesquels on n'est pas capable réellement de rouler. On n'en fera jamais nos leaders de sprint. À partir de là, est-ce qu'ils sont pas sous-utilisés et quelque part pas respectés? Ça me pose un souci. Ça me pose vraiment un souci. Alors on voit que les prétentions salariales des uns et des autres, je les ai obtenues, voilà, via un petit secret maison. Non, je plaisante, c'est assez facile à deviner comment j'ai pu faire. Bref, elles sont assez raisonnables. Elles sont assez raisonnables. Elles sont basées essentiellement sur les caractéristiques et non pas sur réellement le palmarès. Voilà, c'est important. Il y a toujours 30 000 euros à déduire du budget restant parce que c'est un forfait staff en fait. Forfait staff
30 000, même si en fait mon staff il coûte beaucoup plus que 30 000, mais bon, voilà. Et pour le reste, ça va nous donner donc en fait 208 000 euros en supposant qu'on a gardé 23 coureurs, c'est-à-dire 6 plus 17 qui re-signent, 23 coureurs, ce qui fait donc 7 coureurs à prendre pour ce qui reste, sachant que, à mon avis, sur les classiques, quelles qu'elles soient, on est armé. On est armé. Très très armé. Donc c'est déjà suffisant. L'effectif qu'on a, il est déjà suffisant pour briller, pour postuler à de nombreuses victoires. Sur les tours, World Tour, les épreuves d'une semaine et les grands tours, Giro, Vuelta, Tour de France, il me paraît aussi que cet effectif-là, il est assez suffisant pour aussi très très bien se comporter. Du coup, avec ces 208 000 euros, il y a vraiment un truc à décider. Quels sont les 7 coureurs qui vont être pris? Il y a pas mal de possibilités, mais il y a aussi à réfléchir à ce qu'on veut donner comme suite à cette partie. Et donc, en fait, ces options, je vais vous en proposer 4. Et sur ces 4 options, vous allez voter, si vous le souhaitez. Donc, pour le remplacement de ces 7 coureurs, la première option que je propose, c'est une option de modestie pour essayer de réduire un peu la voilure. C'est recruter 7 jeunes en développement, histoire de se contenter finalement des grosses forces qu'on a déjà, et quelque part faire en sorte que le défi, le challenge soit un petit peu plus intéressant en ne se blindant pas avec de trop gros coureurs. Après, il y a une option hybride, ce serait de prendre 6 jeunes et de prendre un gros coureur. Alors, ça pourrait être Hirschi qui serait alors responsabilisé, ou quelqu'un d'autre. Moi, à vrai dire, je pense plutôt à quelqu'un d'autre, pour être franc, plutôt un grimpeur, qui pourrait être O'Connor, et ça nous amène à la troisième option. Ce serait, alors là, déjà, on se renforce beaucoup là, hein. Ticket O'Connor pour remplacer Omen et Bauhaus pour se blinder au niveau du sprint, tout en sachant que ça rentre dans le budget et qu'on respecte nos contraintes de territoire en faisant ça. Et puis sinon, il y a une quatrième option qui est beaucoup plus originale et qui ne respecte pas tellement les histoires de territoire. Ce serait d'aller recruter dans une autre direction, tout en sachant que 200 000 euros, ça va très vite. Voilà. Si vous me dites on prend Julien Alaphilippe, ça fait 150 000 euros déjà, hein. Donc c'est chaud. Et là, je vais vous montrer dans la partie qui est en fin de contrat après 2021. Donc d'abord, on va s'intéresser à tout ce qui est allemand, belge ou australien. Donc pour déjà voir un petit peu les possibilités. Donc c'est sûr, il y a des jolis noms, hein. Il y a des jolis noms. Maintenant, voilà, faut faire un choix. C'est vrai que ce O'Connor, il aurait quelque chose de sympathique parce que il permettrait de remplacer finalement à la fois Omen et Hirschi. Comme ça nous prive quand même d'un très bon coureur, tant mieux. Et mais ça nous en amène un à la place des deux qui peut jouer vraiment un rôle de soutien dans pas mal de circonstances, mais je pense surtout au grand tour, hein, bien sûr, pour O'Connor. Puis après, vous voyez, quand on descend un peu, il y a comme ça des coureurs relativement modestes, voire même des jeunes intéressants. J'ai repéré voilà quelques petites euh, jeunes pousses là qui peuvent être sympas, qui peuvent être plutôt prometteuses éventuellement. Il y a notamment un Belge là qui est chez Quick-Step actuellement, qui s'appelle Maxime Von Gils, qui a 21 ans et qui a déjà 78 en montagne. Celui-là, je me le prendrais bien volontiers, je vous avoue. Pour le reste, des jeunes en développement, on en trouvera toujours. Il suffit d'aller chercher sur une certaine tranche d'âge et ce sera pas bien compliqué
de trouver comme ça du complément pour notre équipe. Et puis, si maintenant on va dans d'autres directions, par exemple celle que j'ai proposée juste avant, c'est-à-dire soit des Colombiens, soit des Espagnols, soit des Français, eh bien, à ce moment-là, on va obtenir voilà quelques résultats. Donc là, petite sélection ici. C'est bien hein, qu'on puisse avoir les critères en et ou en ou au passage. Hein, bravo le jeu. Et donc voilà, ça nous donnerait évidemment quelques noms excessivement connus. Il y aurait, je sais pas moi, par exemple un Fernando Gaviria qui est encore relativement jeune. Il y aurait voilà comme ça des personnages qui pourraient renforcer notre équipe. Maintenant, toujours pareil. Est-ce que cette option-là, est-ce qu'elle ne dénaturerait pas réellement l'identité hein, de nos Lotto Soudal dans cette carrière? Est-ce que ce serait opportun comme ça d'aller finalement mélanger alors qu'on se débarrasse quelque part des Hollandais hein, qui sont pas dans les trois nationalités, dans les trois territoires préconisés? Est-ce que en se débarrassant des Hollandais, on irait pour autant aller chercher une autre nationalité qui n'est pas réellement souhaitée? Bon, ça mérite réflexion. On peut avoir divers avis sur ça. Je vous avoue que moi, j'ai rien contre qui que ce soit, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que je serais un petit peu plus enclin à privilégier ben, des Belges, des Australiens, des Allemands, mais surtout des Belges en fait, hein, pour être précis. Hein. Parce que déjà là, à l'heure actuelle, le sponsor me dit qu'il aimerait un petit peu plus de Belges. Donc déjà, si on veut respecter cette partie-là du jeu et être en réalisme, bon bah faut commencer déjà à s'exécuter. Donc bon, voilà, pas mal de coureurs, pas mal de coureurs créés également. Hein. Et donc voilà, le vote là, je vais insérer des fiches qui sont disponibles en haut à droite de l'écran là, comme on l'avait fait avec Andiamo Ragazzi. Le vote en question, il va pouvoir durer un certain temps parce qu'on n'est pas à la veille de finir le Tour de France. Hein. Il va falloir un petit peu de temps pour ça. Puis je pourrais à un moment donné dire ok, attention, plus que je ne sais pas 3 jours pour voter ou quelque chose du style. Mais je pense que de toute façon, l'essentiel des votes se fera dans un premier temps et puis ensuite j'avais vu que c'était plus lent l'évolution. Donc l'évolution principale, elle va se faire sûrement dans la première semaine. Voilà, donc ça c'est pour boucler ce sujet. On va passer au Dauphiné. Donc le Dauphiné sur le parcours 2015, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors on avait en cette année 2015 un Dauphiné qui commençait par 2 étapes relativement réservées aux sprinters, avec assez peu de difficultés. Une troisième étape où il y avait un contre-la-montre par équipe qui peut faire des différences au général, ainsi qu'un rapproché vers Sisteron, puisque ensuite l'étape 5 c'était un avant-goût de l'étape de 2015 du Tour de France qui était exactement la même entre Digne et Pralou, et puis le final sera dans le massif du Mont Blanc, donc entre-temps à l'étape 6 on sera retourné vers le nord, donc nos têtes d'affiche sont évidemment Hirschi, suivi de Omen pour le général, ainsi que Matthews pour les sprints emmenés ou soutenus par Degenkolb. Ensuite, il y a Wout van Aert qui est toujours là, il est toujours précieux, même si c'est pas un grimpeur, mais il a toujours ses qualités, notamment qualités athlétiques, qui font que il est toujours redoutable. Je tente quelque chose un petit peu pour m'amuser là avec Hirschi, pour voir aussi les réactions sur la dernière difficulté de cette boucle qui constitue l'étape 1. C'est une boucle répétée un certain nombre de fois et on sent venir une arrivée au sprint qu'on va emmener pour Matthews avec Van Aert qui s'est écarté, puis Degenkolb, et puis ensuite, pas évident, il avait du mal à passer Matthews. En même temps, Brian Cocard, c'est supérieur en note, et puis Peter Sagan, voilà, 3 petits points. Donc, ouais,
pas de quoi rougir réellement que de s'incliner devant Peter Sagan. Donc voilà, bon, on va voir si on est capable d'avoir une chance de victoire à l'étape suivante ou est-ce que ça va faire rebelote. Donc voilà, prise du maillot, classement général anecdotique. Et voilà. Donc, est-ce que par exemple cette difficulté là du col de Cuvéry peut réellement je sais pas, apporter quelque chose quoi hein. Bah honnêtement, vous avez vu, le profil là dans PCM n'est pas exactement celui que j'ai trouvé moi sur internet. Donc à partir de là, il y a beaucoup moins de difficultés. C'est rare, hein, d'habitude j'arrive vraiment à trouver les bons profils. Là, il y a soit erreur du créateur de la map, soit tout simplement, voilà, confusion. Je sais pas, on verra bien. Omen a levé les bras, mais ce n'était pas l'arrivée. C'est juste pour m'amuser, je vais faire lever les bras sur un sprint grimpeur. C'était voilà, la petite blague, la petite farce. On est à 5 km de l'arrivée. Après, on se croirait. C'est marrant, hein, toutes les épreuves organisées par ASO, que ce soit Paris-Nice ou que ce soit euh, le Dauphiné ou bien le Tour de France, elles ont comme ça la particularité d'avoir des étapes qui sont presque aussi ennuyeuses que au mois de juillet devant la télévision quand on s'endort aux environs de 16 heures. On vient de se taper 2 heures pour rien, on s'endort, on rate le sprint. Voilà, bah c'est un peu ça en fait. En l'occurrence, on est passé à un cheveu de battre Peter Sagan, mais mon Dieu, quel ennui ces étapes. Je sais pas ce que. En même temps, il faut bien nourrir tout le monde, hein. Faut bien donner quelque chose pour les sprinters, mais honnêtement, c'est d'un ennui. Et puis en plus, voilà, je sais pas, il y a même pas une petite difficulté dans le final pour espérer, pour redynamiser la course. Bref, allez, c'est pas grave. Beaucoup de choses vont se jouer sur ce contre-la-montre là de l'étape 3, le contre-la-montre par équipe. Alors, 24,5 km sur un terrain relativement plat, mais en fait, on va dire les derniers 40% de cette course sont en montée. Montée légère, mais montée quand même. Du coup, ce que je me suis attaché à faire, c'est faire en sorte que mes coureurs gardent de l'énergie pour cette deuxième partie. J'ai démarré à 94 parce que, en fait, plus on s'éloigne des 10 km type prologue, même à 19-20 km ça passe, l'effort à 99 tout du long. Mais là, dès qu'on dépasse, je sais que le jeu ne tolère pas réellement un effort à 99 pendant 24 km, surtout avec ce final-là. En fait, ça fonctionnerait pas. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu modulé. Donc on voit qu'au premier intermédiaire, on n'est pas tout à fait ridicule. Mais ce que j'espère surtout, c'est ne quasiment pas concéder de temps sur les derniers 40% du parcours, là, la deuxième partie. Ce serait vraiment bien, parce que je pense que c'est là que les différences au classement vont se faire. C'est sur cette deuxième partie et non pas sur le plat de la première partie. Donc à cet effet, voilà, on a un petit peu adapté les efforts. J'ai baissé un peu en intensité, et puis comme ça nous permet d'arriver relativement groupés, voilà, pour aller valider, c'est le cinquième, hein, c'est le temps du cinquième qui compte. Il y a Movistar qui va faire une bonne opération, il passe deuxième position sur cette étape-là, et du coup, bah évidemment, les National Bing se régalent, ils trustent les premières places au classement, et puis nous, finalement, Hirschi et Omen sont à 1,07. Donc, c'est pas génial, mais je pense que là, avec les moyens qu'on avait, il n'y avait pas forcément la possibilité de mieux faire. En tout cas, on était obligé de perdre ce contre-la-montre par équipe, surtout quand on voit les notes des rouleurs de chez National Bing. Alors, on fera un point sur l'évolution des votes dans l'épisode précédent, et puis ensuite, évidemment, ce sera la fin du Dauphiné. On traitera aussi le Tour de Suisse. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.